Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire dans cette émission. On va débattre pendant un long moment des dernières rumeurs mercato, mais également de l'arrivée, celle-ci officielle, de Mario Lemina. J'ai l'immense plaisir pour ce numéro d'accueillir le retour du grand, de l'unique, de l'habitué de l'émission Badagous, Cédric. Comment ça va, Cédric ? Salut Sky, bah écoute, ça va, un peu absent ces derniers temps, hein, pour cause de vacances, hein, donc c'est pas non plus, vacances, trop. Clin d'œil. C'est bizarrement, tu t'absentes 2 semaines, le mercato part complètement en couille et tu reviens, tout est fait. Enfin, moi je dis, Ouais. mais t'étais à la baguette, quoi. Donc, on m'a vu nulle part, c'est l'essentiel, voilà. Est-ce qu'on t'aurait vu du côté de Alkmaar et de Eindhoven, notamment? Je peux pas en dire plus. Mais tu as profité de ta ressemblance avec Peter Bosz pour te faufiler parmi les Néerlandais. Bon, voilà. Et très content d'être de retour. D'être du coup reposé. On a suivi tes photos sur Instagram. J'espère que la licorne va bien aussi. Ouais, la licorne va bien, bien sûr. La licorne va bien. Okay. J'ai pas trop de nouvelles, mais si j'en ai, je vous en dirai. Ah, c'est comme ça, toi. Tu as tes amours de vacances. Après, tu ne donnes plus jamais de nouvelles. Putain, exactement. Quel monstre. C'est pas réglo, ça. C'est pas réglo. On ne cautionne pas dans cette émission. Blague à part, bon, on est là déjà pour parler du mercato, de toutes les rumeurs, tout ça. On va peut-être pas parler du match face à l'Union Berlin, hein, qui est anecdotique, et puis on a mieux à faire. On va essayer de se concentrer sur le positif. Donc beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interventions de notre nouveau meilleur ami Mino Raiola, également, comme vous avez dû le suivre sur les réseaux sociaux et dans la presse ces derniers jours. Puis ensuite on accueillera notre invité pour nous parler plus en détail d'une des dernières recrues officielle cette fois de l'OGC Nice, Mario Lemina. On l'a toujours pas vu poser avec un maillot, mais bon, on l'a vu à l'entraînement, donc je pense que tout va bien. On l'a vu, le muscle saillant, parce qu'il a beaucoup impressionné nos amis qui ont pu aller à l'entraînement par sa musculature, effectivement. Voilà. Ouais, c'est une carcasse quand même, hein. On a vu ça, c'est pas mal. Beau bébé. Je te propose de commencer sur quelque chose d'assez positif, une officialisation du côté de Nice. Alors la ville et pas le club, puisque Nice rejoint le patrimoine mondial de l'UNESCO pour son tourisme d'hiver, commencé il y a de ça plusieurs siècles, depuis 1760. Ça a donné d'ailleurs son nom un peu à la promenade des Anglais. Je ne vais pas là pour vous faire un cours d'histoire, je n'en ai pas les compétences, mais la beauté, l'attrait de notre ville reconnue au niveau international et au niveau de l'humanité, ça fait quand même plaisir. Nous, on n'en doutait pas qu'on vivait dans la plus belle ville du monde, mais ça fait quand même du bien d'avoir le petit coup de tampon. Même si Brice en doute, hein, parce qu'il nous compare souvent avec Naples. Il trouve que Naples c'est plus joli, donc bon, il peut présenter le dossier de Naples à l'UNESCO. Bon courage, Brice. Voilà, tu vas essayer de leur vendre les poubelles, la pizza et Mino Raiola, du coup. Donc voilà. Coïncidence, je crois pas la théorie du complot, tu sais. Voilà, c'est le petit clin d'œil qui fait toujours plaisir pour notre ville qu'on aime tant. Bisous à tous les expats qui doivent nous écouter et vivre loin de cette magnifique ville, mais on ne doute pas que vous vivez dans des endroits très sympas. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des cartes postales au studio d'Avantinissa, n'hésitez pas pour découvrir à quel point vos endroits sont aussi charmants, mais quand même un petit peu moins jolis que la mère patrie. Je te propose de passer tout de suite au mercato. On va, si tu le veux bien, parce que j'ai décidé que c'était aussi ton émission, de commencer par les 2 rumeurs dont je vais pas dire dont on se fout parce que ça serait un peu condescendant, mais à la fois les moins chaudes, on va dire. C'est pas de ça dont on a envie de parler aujourd'hui, en fait, voilà. plus on simplement. va dire ça. Voilà, alors ça porte sur 2 joueurs offensifs, sur 2 attaquants, et ce sera beaucoup là-dessus qu'on va s'orienter dans les prochains jours, les prochaines semaines, du côté de l'OGC Nice. Alors c'est Martin Satriano, un jeune attaquant uruguayen de la Primavera de l'Inter. Il a 20 ans, c'est la presse italienne qui nous parle d'un intérêt de Nice, mais aussi de Monaco pour ce joueur. Pas grand chose à vous dire, si ce n'est qu'en Primavera, ça marche quand même pas mal de son côté. Je vais te poser très simplement la question. Est-ce que c'est sur ce genre de profil que tu as envie que l'OGC Nice s'oriente pour le recruter, ce fameux 4e attaquant? J'ai vu déjà qu'il avait un peu scoré aussi en amical avec l'Inter, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, oui, je crois qu'il a un doublé dans leur victoire, voilà, 27-0 là, mais oui, effectivement. Ça compte, hein, c'est quand même 2 buts. C'est un amical sympa en soi, donc. Mais après, dans le profil un peu comme ça, jeune, inexpérimenté, je pense qu'on a l'air de vouloir peut-être faire confiance à Evan Guessant qui a prolongé son contrat. On est à la recherche d'un 3e attaquant et on en parlera tout au long de l'émission, mais je pense qu'en 4e attaquant comme ça devant, je pense que Guessant fera très bien l'affaire et que Satriano, c'est peut-être une rumeur d'agent, hein. C'est pas un poulain de Raiola celui-là, je crois, mais c'est peut-être une rumeur d'agent qui l'envoie à Nice. Effectivement, Evan Guessant, tu fais bien d'en parler, qui a prolongé normalement, si on en croit l'équipe, jusqu'en 2026. En tout cas, l'OGC Nice n'a pas communiqué sur la date comme à son habitude, mais
réalisé une interview avec son joueur sur ces dernières heures. Là, du coup, c'est paru ce mercredi après-midi sur le site officiel pour parler un peu de l'intérêt de partir à Lausanne et ainsi de suite. Voilà, dans sa progression et le fait que son club formateur, du coup, compte sur lui pour les prochaines saisons. On est assez content. C'était quelque chose qu'on appelait de nos voeux et a priori, le club a quand même refusé une offensive velue de Anderlecht, qui était prêt à proposer 5 millions d'euros. Ça aurait pu nous financer une des arrivées dont on va parler après, même, hein. Mais voilà, donc c'est qu'on compte vraiment sur lui. Après, charge à lui de se faire un peu une place dans la lourde concurrence qui aura la saison prochaine. Oui. Mais on va parler là-dessus. Je te propose de passer à un deuxième attaquant plus expérimenté, lui, parce qu'il a 26 ans, c'est Carlos Vinicius, un ancien du championnat de France. Il était brièvement passé à Monaco pour des résultats pas terrible, on va dire. Cette saison prêtée à Tottenham par Benfica, c'était pas non plus ouf, donc il reste vraiment sur une grosse saison. La saison précédente où il met, je crois, 18 buts en championnat du Portugal avec Benfica. Donc 26 ans, un profil plus expérimenté, c'est la télé portugaise qui nous parle d'un intérêt de Nice pour ce joueur. C'est déjà un peu plus peut-être un profil qui pourrait être intéressant au niveau de l'expérience, même si c'est un joueur qui n'a peut-être jamais vraiment confirmé à un niveau. Alors, on ne dit pas que Nice est un niveau supérieur de Benfica, mais qui en tout cas dans un autre championnat que le championnat portugais a eu du mal à confirmer malgré plusieurs essais ces dernières années. Ouais, en tout cas, c'est un profil un peu. On a un petit peu entendu parler, par exemple, de Burak Yılmaz. Vinicius, si j'ai regardé, donc c'est 1m90. C'est un peu ce type d'attaquant-là, c'est-à-dire assez grand, assez costaud, assez robuste. Donc, après, comme tu as dit, il a pas mal scoré dans le championnat portugais, notamment à Benfica. Il a l'expérience, parce que forcément, tu joues à Benfica, tu joues à Tottenham, il a 26 ans, donc il a une certaine expérience. Maintenant, je pense que ça peut coûter quand même de l'argent. Je n'ai pas vu notamment sa valeur sur Transfer Market, mais je pense que ça peut potentiellement coûter des sous. Et est-ce qu'un mec comme ça actuellement, même si il sort de quelques saisons un petit peu compliquées, est-ce qu'il viendrait dans une rotation à Nice comme ça, je sais pas. Après voilà, c'est Foot Mercato qui sort l'info, donc sans remettre en doute toutes leurs infos, mais ils reprennent un journaliste télé portugais. Alors bon, après, je sais pas si c'est l'équivalent de Christian Jean-Pierre, peut-être qu'on on en parle pour rien, tu vois, mais bon voilà, c'est malgré tout la presse locale qui en parle. Mais comme tu dis, pas de montant, pas plus de détails évoqués non plus. Exactement. Donc passons rapidement là-dessus. Pour nous attaquer à le cœur du sujet, notre nouveau meilleur ami, ce qui intéresse tout le monde. Voilà, ce qui intéresse tout le monde en plus. On a quelques petites infos à vous donner. Non, même pas. Mais c'est voilà, je sens le palpitant qui est monté d'un coup quand vous avez entendu ça. C'est moche, ce teasing quand même. Mais c'est toujours efficace. C'est toujours efficace, puis ça fait partie du folklore, comme on dit. Commençons doucement par l'officialisation de Pablo Rosario. On n'en avait pas trop de doute, on en a parlé lors de la dernière émission, ça n'était pas encore tout à fait officiel. Là, ça y est, on parle d'un montant aux alentours de 6 millions d'euros, du coup, pour recruter le capitaine du PSV Eindhoven. On va peut-être essayer de faire une émission qui lui sera dédiée si on trouve l'invité adéquat et si surtout le rythme se ralentit, parce que bon, vous voyez, on a vite une semaine de retard, mais le temps de faire une émission, de la laisser se faire écouter, d'organiser la suivante et tout, un peu du mal à suivre le rythme effréné du mercato. Voilà, les recrues, ça envoie. Donc, c'est assez compliqué de parler de tout, mais on y viendra. Après, on avait touché quelques mots avec Seb la semaine dernière dans l'émission sur Stengs et Kluivert, que je vous invite à réécouter. Donc Pablo Rosario, c'est officiel, c'est très probablement le futur remplaçant de Krépin Thuram, qui lui est sur le départ après avoir refusé plusieurs prolongations. Il a 1 an de la fin de son contrat. On sait que l'Eintracht Francfort est très intéressé. Là encore, c'est un poulain de Mino Raiola. Effectivement, c'est pour ça qu'on l'inclut dans cette partie de notre émission, dans le moment Mino. C'est une émission spéciale Raiola, du coup. Exactement. On s'est déjà un peu exprimé, c'est que toi non, sur un départ de Krépin Thuram, ça serait qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on a vu un peu la communauté sur Twitter se déchirer, genre ceux qui disaient que c'était dommage, ceux qui disaient vous avez pas honte de dire que c'est dommage, de vous en faites un crack, alors que bon d'accord, pas du tout. Enfin bon, les gens se sont mis sur la gueule pour au final pas grand chose, comme souvent, ça va de la chaleur. Mais voilà, toi, est-ce que tu as un avis particulier si Krépin nous quitte cet été, un goût inachevé, merci pour les services rendus. Ça serait effectivement dommage, parce qu'en plus on a l'impression qu'il commençait un peu à prendre de l'importance peut-être dans le système de Galtier.
Maintenant, voilà, maintenant il est pas très enclin apparemment à prolonger et il entre dans sa dernière année de contrat. Après, le point de vue du club est normal, c'est tu prolonges ou Oui, oui, tout ou à tu t'en fait. vas. Ça, de Bah, toute tout à façon, c'est fait. même pas une question sportive, on comprend tout à fait. Rayola restant Rayola, hein, malgré qu'il nous envoie énormément de poulains à Nice, mais voilà, peut-être que Kefren Turam, apparemment, selon l'équipe, aurait reçu une proposition salariale très alléchante de Francfort. Maintenant, maintenant on a su que pour l'instant, au niveau transfert, Francfort s'était pas aligné sur les potentielles demandes de Nice, donc c'est pas encore fait, mais en tout cas, l'arrivée de Pablo Rosario peut, comme tu l'as dit, peut faire penser au fait que c'est le remplaçant naturel de Kefren Turam, oui. Donc, pour moi, ça serait un petit peu dommage de le voir partir, mais tu l'as bien dit, la position du club, elle est totalement logique, c'est-à-dire qu'à un an de la fin de contrat, tu peux pas te permettre de faire partir un mec qui vaut potentiellement, je sais pas, 8-10 millions d'euros gratuitement l'année prochaine. Non, et puis maintenant que le futur remplaçant est arrivé, je pense qu'au niveau. Enfin, il risque d'y avoir embouteillage au milieu de terrain. On attend peut-être encore un joueur, on en parlera dans quelques instants probablement. Mais bon, voilà, c'est la situation contractuelle qui fait ça. Et si jamais on décide de le garder et qu'il avait continué de refuser les prolongations, on aurait été les premiers à dire et voilà encore un jeune joueur qui part gratuitement. C'est ça. Donc bon, c'est normal. C'est dommage. Après, comme je le disais dans la dernière émission, je partage le fait que c'était peut-être l'année où justement il devait s'affirmer au plus haut niveau. Et ben tant pis, ça sera probablement loin de Nice, mais sans amertume. Voilà. Ça sera peut-être l'éclosion de quelqu'un d'autre, hein, voilà, et on oubliera peut-être Kefren Turam, mais voilà, c'est peut-être dommage pour lui, mais voilà, si on arrive à le vendre à un certain prix à un an de la fin de son contrat, on pourra dire qu'on a bien négocié, ça quand même, contrairement à d'autres joueurs comme tu l'as dit qui sont partis gratuitement. Bon, c'est le moment de l'émission, enfin, je vais pas dire la raison pour laquelle on fait l'émission, mais probablement le moment pour lequel les gens l'écoutent. C'est sûrement pas pour nos blagues sur les licornes et nos goûts musicaux, hein, mais quoi vous manquez de respect envers les licornes, c'est scandaleux. Je m'en vais comme un prince. Non, voilà, on va vous parler forcément de la team d'enquêteurs des réseaux sociaux qui ont spoté du coup deux autres poulains de Mino Raiola. J'ai nommé Mohamed Yataren et Myron Boadou, du coup, au centre d'entraînement de l'OGC Nice lors de la présentation des précédentes recrues qu'on a citées, dont on a parlé au centre d'entraînement hier. Je sais pas trop quoi dire. Les joueurs étaient là et je pense que suffisamment de monde ont comparé les photos. Les comptes d'Alkmaar ont validé que c'était bien eux. On a repéré un peu la casquette de Boadou par rapport à Instagram. Son frère, son père, c'est les mêmes personnes, tout ça. Donc, puis Raiola qui était derrière, qui traînait. Voilà, il n'y a pas trop de doutes. C'était pas les jardiniers ou le nouveau chargé de com de l'OGC Nice, tu vois. C'était les mecs. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'on doit en déduire après? Donc on a la chance, merci pour la passe décisive Nicolo, que Nico Skira a sorti officiellement l'intérêt de l'OGC Nice sur ces deux joueurs, avec notamment une somme de 18 millions d'euros qui serait demandée par la Z Alkmaar pour Myron Boadou. Je pense que pour Mohamed Yataren, on sera plutôt aux alentours de 6-10 millions d'euros sans avoir plus d'informations là-dessus. Mais voilà, les joueurs étaient présents, la presse italienne, qu'on sait proche forcément de Mino Raiola, en parle également. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Je pense que alors autant Yataren, moi j'avais un petit doute de me dire peut-être qu'il venait, on sait que Mino est résident monégasque notamment, donc c'est genre viens, rejoins-moi sur le parking, on va parler de ton avenir à la maison à Monaco. J'étais prêt à y croire, bon, avant que du coup la presse s'en empare aussi d'un intérêt de l'OGC Nice. Mais alors par contre, Myron Boadou, là, le gars n'avait aucune autre raison d'être là. Oui, surtout avec son clan entre guillemets au complet, quoi. C'est-à-dire son père, son frère. S'il avait besoin de négocier avec Monaco, tu vois, il aurait attendu Mino à l'appart à Monaco, quoi. Mais oui, voilà. Je pense que l'appart doit être assez grand pour l'attendre là-bas, je pense. Donc voilà, on sait que c'est des joueurs avec qui on doit discuter. Je parle des joueurs. Hein, je suis pas sûr qu'il y ait une quelconque offre ou discussion avec les clubs de la Z ou du PSV Eindhoven. Alors, je te coupe, mais si les mecs sont là. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que les mecs viennent pendant la préparation avec leur club. Donc, on sait qu'Yataren est un peu en difficulté avec son club. Donc, peut-être que lui a aussi la possibilité d'être exclu à l'accord de son club. L'accord de son club pour ne pas être présent. Enfin, Myron Boadou, il était en amical. Il est rentré la dernière fois. Là, cet après-midi, il était sur le banc. Il n'a pas joué. Donc, il est quand même inclus dans la préparation. Donc, même s'il y a des discussions
peut-être existante et positive, c'est assez curieux que le mec se tape 2-3 allers-retours entre Alkmaar et Nice, alors que, enfin, si ce n'est pas pour la visite médicale. Ouais, c'est vrai qu'on peut commencer à un peu s'enflammer parce que comme tu l'as dit, on a vu que la veille des fameuses photos prises par les supporters au centre, la veille, il était c'était la photo officielle, je crois, d'Alkmaar, donc on a vu qu'il était présent. C'était la veille au matin. Si le deal est en train de se conclure, tu prends pas en photo le mec avec tous les autres, quoi, en plus. Bah c'est ça en fait. Donc c'est que ça doit pas être si avancé que ça peut-être avec Alkmaar, mais en tout cas si potentiellement il a un accord ou alors s'il a fait ça dans le dos de son club et juste avec l'accord de Raiola, à voir. Mais en tout cas voilà. Tu l'as dit, il y a Nicolo Schira qui nous a balancé la passe décisive en disant que il y a un derby entre Nice et Monaco concernant Myron Boadiou. Donc maintenant à voir qui va l'emporter parce que il a l'air clairement sur le départ. Hein. Lui, je pense qu'il a envie de partir. Maintenant, est-ce que ses copains néerlandais à Nice vont peser dans la balance? Est-ce que Raiola, on sait que en tout cas entre Fournier et Raiola, la connexion fonctionne relativement bien. Donc ça peut être des atouts pour nous aussi, hein, même si on se dit oui, mais là on extrapole, on pense à des trucs et tout. Oui et non, parce qu'on voit que ça fonctionne très bien, surtout à ce mercato. Maintenant 18 millions c'est une somme, mais pour un mec comme ça, pour moi ça me paraît pas non plus surréaliste pour un mec c'est le montant qui sort d'une saison pareille. C'est le montant que tu as mis sur Miziane et Bambou quand même, hein, 18 millions, hein, juste pour la petite anecdote. On remet ça à une échelle un peu. Donc je te dis en fait pour Boadou, pourquoi pas. Non, mais surtout que s'ils en demandent, on va dire ouvertement 18 millions, peut-être que l'affaire va se faire aux alentours de 15 et que ça reste par exemple un montant, le montant de l'option d'achat de Kluivert par exemple, qui est en difficulté. Donc voilà, ça me paraît pas surréaliste ni surpayé. Maintenant, on peut pas affirmer que Boadou va signer à Nice, mais en tout cas, le fait qu'il ait été aperçu au centre et que ce soit confirmé par la presse, le mec n'est pas juste venu faire un covoiturage. Là, il était pas là dans le VTC, il savait pas quoi faire, il est sorti prendre l'air quoi. La clim était en panne, je prends. Voilà. Non, déjà qu'ils étaient en doudoune les types, alors bon, c'est un peu compliqué déjà. Mais c'est concept, hein, les mecs qui viennent des Pays-Bas où a priori, bon, il doit pas faire froid non plus, c'est pas le Grand Nord, mais bon, je pense pas qu'il fasse 45 degrés non plus, quoi. Donc la doudoune, pourquoi pas. Il aurait peut-être mis la clim à fond dans le centre pour je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est aux supporters monégasques qu'on est en train de mettre la clim à fond avec cette histoire de Myron Boadou. On a l'impression d'avoir un peu passé la tête devant là, juste avant le finish. Donc, à ton avis, est-ce que ça te fait davantage plaisir qu'on signe Boadou pour des raisons sportives ou juste pour le somme extrême des supporters monégasques? Déjà le somme extrême des monégasques, j'ai eu droit un peu sur Twitter là. C'est cherry on the cake, je pense, tu vois. Le gâteau était bon, mais avec le topping, c'est quand même mieux. Ouais, ils prennent un bon goût de somme là en disant ouais, de toute façon on n'en veut pas, qu'il aille chez vous, machin et tout. Donc tu sens un peu l'amertume et c'est plaisant à lire quand même. Bon, voilà, Boadou, on rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous auriez bien raison, parce que bon, on va pas se mentir, hein, tout le monde a son avis, son expertise sur le joueur. C'est un jeune prospect qui stats beaucoup et qui est international de toute façon néerlandais. C'est pour ça qu'il est quand même assez connu des connaisseurs, des gros nerds du foot, tout ce qu'il faut quand même pour se taper ce genre de match et de championnat. Mais un prospect assez intéressant, 32 buts en 64 matchs en Eredivisie, malgré tout à juste 20 ans, un crack dans les sélections de jeunes, c'est notamment 11 buts en 12 sélections avec les espoirs. Il a été à l'Euro, je crois. Il a été à l'Euro contrairement à ses compatriotes qu'on a déjà recrutés. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant qu'on ne pensait peut-être pas voir arriver à l'OGC Nice. Je pense effectivement que bien aidé par la nouvelle relation entre Fournier et Raiola. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la suite du mercato ? Déjà, la bonne nouvelle, selon Nice Matin, c'est qu'a priori, une arrivée de Boadou ne signifierait pas un départ de Dolberg, ce qu'on craignait, parce que va commencer à avoir quand même embouteillage entre Gouiri, Dolberg, Boadou, Guessant et Yataren, qui, si lui est un milieu offensif, ça reste quand même un joueur de plus devant. Enfin, je pense que sa place sera peut-être en concurrence à droite avec Stengs, avec le côté gauche qui lui sera pris par Kluivert et Dacunia, mais bon, les postes sont doublés et pas n'importe comment quand même avec ça. Ah oui, là, l'armada offensive commence à être relativement sympa, donc c'est vrai que ça rassure un peu de voir que Dolberg, en gros le deal qui a été fait avec Dolberg pour approfondir un petit peu, c'est que il y aurait départ après une saison relativement pleine de sa part, voilà. Donc
Bon, Donc, il reste plus qu'à se qualifier grâce à lui pour la Ligue des Champions pour le convaincre de rester maintenant, parce que bon, exactement. Je ne supporterai pas l'idée que Kasper Dolberg nous quitte, mais voilà. Surtout pas pour Crystal Palace, qui pour l'instant est le seul club intéressé. T'imagines, le mec va choisir le seul club où l'entraîneur ne sait pas dire son prénom, quoi. Il va l'appeler. Le mec, ça lui manque qu'on l'appelle Gasper. Du coup, il va retourner voir Patrick Vieira. Non, mais je peux pas croire qu'il puisse aller retourner sous les ordres de Patrick Vieira. Et en conférence de presse, dira c'est ni le meilleur ni le pire attaquant que j'ai eu. Et puis, c'est ça. Voilà. Non. Pour terminer sur le mercato, on n'a pas de nom à vous annoncer. Je pense que là déjà ces derniers temps, vous en avez suffisamment entendu. Oui, je vous avoue, j'ai dû repréparer l'émission et relister un peu pour ne rien oublier, alors que la dernière émission n'a pas une semaine quand même. Mais voilà, par contre, c'est très très loin d'être terminé puisque on attend encore probablement 4 joueurs, si ce n'est pas 5. Ça dépendra aussi peut-être d'un éventuel départ. Mais voilà, hein, les postes, vous les connaissez. Il y a notamment un gardien, un défenseur central, un milieu de terrain supplémentaire qui lui sera peut-être en fonction du départ de Khéphren Thuram, parce que bon, si on a son remplaçant avec Pablo Rosario, on va peut-être pas en ajouter un tant qu'il n'est pas parti. Probablement un milieu offensif polyvalent et un attaquant, ça fait 5. À mon avis, on se dirige là-dessus. Mais en tout cas, pour vous confirmer que tous les postes vont être doublés, et même si on fait Yataren Boadou, ça sera loin d'être fini encore. Ouais, voilà. Je pense que comme tu as dit, 4 et 5, 6 départs par exemple de Thuram. Après, je suis pas sûr qu'on comble, par exemple, s'il y a des départs des joueurs qui étaient un peu annoncés en début de pré-saison, c'est-à-dire Trouillet, peut-être Ndoye notamment. Je pense que ça ne sera pas remplacé. Voilà, je pense pas. Mais voilà, en tout cas, s'il y a un départ d'un potentiel titulaire comme Thuram, c'est possible, c'est fort possible qu'il soit remplacé par une 5e recrue, comme tu l'as dit. Voilà. Et petit aparté aussi, parce qu'avant le reste de l'émission, on va aussi évidemment récupérer Melvin Bard, qui a été éliminé des JO avec la France. Donc, brillamment éliminé, aussi, 11 buts encaissés en 3 matchs quand même. Hein. Bravo les Bleus. Donc bon, c'est probablement de la faute des clubs de Ligue 1 qui n'ont pas lâché leurs joueurs. Bon, les clubs étrangers, pour la majorité, ne les ont pas lâchés non plus. Évitons surtout de remettre en question quand on prend 4 de contre le Mexique sur le banc, et puis de la 3F en général. Mais c'est pas grave, on récupère Melvin Bard plus tôt, c'est l'essentiel. Je te propose de passer à notre deuxième partie de l'émission. Et pour parler de la venue de Mario Lemina à l'OGC Nice, on a le plaisir d'accueillir avec nous Geoffrey Poinlane, journaliste freelance spécialisé sur le foot anglais. Salut Geoffrey, comment ça va ? Salut, et puis merci surtout à vous de m'accueillir dans votre podcast. Ça va très bien. Là, les compétitions vont reprendre petit à petit au mois d'août, donc on a hâte. Alors pour ceux qui veulent, que je me présente évidemment. Donc oui, je suis spécialiste du foot anglais. Je suis en freelance, je suis pas attaché à une rédaction. J'ai vécu en Angleterre 2 fois 3 ans, donc de 2004 à 2007, et puis après de 2014 à 2017. Où là après j'ai pu développer mes activités journalistiques. J'interviens sur Eurosport sur le foot anglais, mais aussi sur la BBC où j'interviens sur des podcasts, et puis j'écris aussi des papiers pour eux. Et puis aussi surtout sur le God Save the Foot, qui est un site indépendant qui traite du foot anglais et puis britannique et irlandais aussi. Donc là, on est en pleine activité vu qu'on fait pas mal de previews pour la reprise du championnat écossais, la reprise prochaine du Championship et aussi de la Premier League. Donc voilà, les activités reprennent tout doucement mais sûrement. Petit à petit, on a mis l'Euro derrière nous, on a mis les Jeux Olympiques derrière nous très rapidement pour l'équipe de France aussi. Et du coup, maintenant, le mercato peut s'accélérer. On sait que du côté de l'Angleterre, c'est aussi un peu des derniers endroits où il reste de l'argent. Donc forcément, ça va bouger un peu plus qu'ailleurs. Mais pour ce qui nous intéresse, on va parler de Mario Lemina, un joueur qu'on connaît bien dans le championnat de France, puisqu'il est passé notamment à Lorient et à Marseille, mais qui depuis est parti d'abord à la Juventus, puis après en Angleterre, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de t'accueillir, parce qu'on l'a un peu perdu de vue depuis notamment son départ d'Italie. On sait qu'il y a eu des moments plus ou moins compliqués pour lui, donc c'est un peu pour faire un état des lieux de savoir Mario Lemina aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter à l'OGC Nice, comment ça s'est passé ces dernières saisons. Donc acheté par Southampton à l'époque à la Juventus pour une coquette somme de mémoire. Ça tape pas genre 15-18 millions facilement. C'est ça, c'est 15 millions de livres, donc c'est environ au cours de l'époque, c'était environ entre 18 et 19 millions d'euros, et c'était le transfert record de Southampton à l'époque, qui a été battu après depuis par Vestergaard, qui est un défenseur central danois. Mais oui, non, c'était le transfert record à l'époque. Il avait signé pour 5 ans, et c'était
c'était une grosse recrue à l'époque pour les Saints. Et oui, c'est vrai que après. Alors rentrons vite dans le vif du sujet. C'est du coup, il vient à Nice pour environ 4,5 millions d'euros. Il a été prêté à Fulham la saison dernière, donc on imagine, en fait, vu de l'extérieur, ça s'est pas super bien passé à Southampton malgré ce statut en arrivant. Ah bah si on fait un peu son bilan de ses années en Angleterre, donc de 2017 jusqu'à 2021, faut pas oublier qu'il y a aussi une parenthèse à Galatasaray lors de la saison 2019-2020. Oui, là où ça s'est le mieux passé, c'est à Fulham la saison dernière, et bon, Fulham pourtant est descendu. Mais c'est là où où on l'a un petit peu retrouvé en Angleterre, puisque à Southampton, donc pendant 2 saisons, il avait été recruté par Mauricio Pellegrino à l'époque, mais c'était pas pour occuper, même si c'était le transfert le plus cher à l'époque de l'histoire de Southampton, pour occuper forcément tout de suite une place de titulaire, parce qu'il y avait énormément de concurrence à cette époque-là. Il y avait toujours James Ward-Prowse, Pierre-Emile Hojbjerg, Oriol Romeu, Steven Davis aussi. Donc voilà, il y avait, on va dire, 5 personnes pour vraiment 2 places au milieu, parce que pareil, c'était un format en 4-4-2 aussi à plat. Il a quand même su tirer un petit peu son épingle du jeu, parce qu'il a disputé entre 20 et 25 matchs la première saison. Après, il les a pas non plus tous joués en tant que titulaire. Après, Mauricio Pellegrino est parti. Il y avait eu la nomination de Mark Hughes, et pareil, il faisait toujours aussi partie des plans. Pareil, il oscillait entre le banc et puis le statut de titulaire aussi. Et malheureusement pour lui, alors il y a eu la nomination après, parce que ça se passait aussi très mal du côté de Southampton à ce moment-là, de la nomination de Ralph Hasenhüttl en décembre 2018. Il a continué à lui faire confiance lors des premiers matchs, et après il y a eu une grosse blessure pour Mario Lemina, qui l'a éloigné quasi toute la deuxième partie de saison 2018-2019. Sauf que comme en plus Ralph Hasenhüttl venait d'arriver, donc il a été tout de suite privé de Mario Lemina, et puis il a tout de suite mis en place finalement son milieu avec Pierre-Emile Hojbjerg, Oriol Romeu ou James Ward-Prowse. Ça oscillait surtout entre les trois, enfin surtout entre Hojbjerg et puis Romeu. Et après finalement quand Mario Lemina est revenu lors des tout derniers matchs de cette saison-là, 2018-2019, c'était très compliqué. Il le voyait déjà qu'il avait perdu il avait perdu sa place, et puis physiquement, tu n'as pas forcément le temps, quand tu pars de loin, de te réinstaller. Exactement. Et bon, même si vous êtes fan de l'OGC Nice et de la Ligue 1 de facto, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, c'est très 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 compliqué aussi physiquement la première ligue. Faut s'y adapter. Et il s'y était adapté plutôt bien, parce que c'est un beau bestiau quand même, hein. Enfin, oui, c'est pas n'importe quel gabarit non plus. Bien sûr. Et puis après, c'était aussi ambitieux, voilà, de partir de la Juventus de Turin, où là évidemment c'était le temps de jeu était quand même assez, je veux pas dire familique, il a quand même joué, mais voilà, où il y avait aucune perspective, on va dire, d'avenir, pour après venir en première ligue. Ça en est pas si mal sorti. Alors quand on parle évidemment avec les supporters des Saints de Southampton, et même des journalistes qui couvrent le club pour Sky ou pour The Athletic, pareil, voilà, il a pas non plus marqué les fans, mais il savait très bien, voilà, que c'était quand même un gars qui faisait le boulot, qui s'est adapté plutôt bien, sans forcément crever l'écran. Mais en tout cas, voilà, sur qui le club pouvait compter. Mais après, voilà, dès qu'il y avait eu Ralph Hasenhüttl, c'était devenu après très compliqué pour lui. D'où après son départ en prêt à Galatasaray. Bon, pareil, c'est un petit peu moins bien passé. Et c'est surtout après, lors de son prêt, qu'on peut peut-être après venir plus en longueur à Fulham, où oui, il a, je veux pas dire qu'il a aussi crevé l'écran, mais là où on a vu en tout cas beaucoup plus de ses qualités avec Scott Parker à la tête de Fulham. Ouais. Cédric. Et du coup, c'est déjà très bien tout ça. On voit que tu connais très bien le sujet, donc du coup c'est vraiment cool. Du coup, pour parler vraiment de entre guillemets de la personnalité de Lemina, parce que c'est ce qui va sûrement intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu penses que, parce que c'est ce qu'on a besoin aussi à Nice en priorité, donc on t'a entendu parler qu'il est habitué du 4-4-2, mais est-ce que tu penses que ça peut être vraiment un leader naturel? Tu penses qu'il a un peu cette aura-là de pas de porter une équipe, mais d'apporter un peu ce qui a manqué peut-être à Nice l'année dernière, dans un vestiaire, dans une équipe. Physiquement, on en a parlé, on le voit, c'est vraiment une carcasse, c'est quelqu'un qui va
qui va sûrement apporter de l'impact physique, et c'était aussi quelque chose qui nous a manqué l'année dernière. Ça a changé de Morgan Schneiderlin quand même, au niveau physique, c'est sûr. C'est ça. Donc, tu penses qu'il peut apporter vraiment quelque chose à l'OGC Nice selon toi? Parce que voilà, on sait qu'il sort d'une très belle saison, d'une belle saison à Fulham malgré la relégation, mais une saison, on va dire, pleine où il a apporté un peu vraiment quelque chose. Oui, en tout cas, quand on voit on va dire ses déclarations quand il a été présenté en tant que joueur de l'OGC Nice, c'était en tout cas c'était assez, je veux pas dire bluffant, mais en tout cas ça faisait partie de son caractère de pas justement de se mettre en avant en tant que leader. Alors après voilà, il a essayé un petit peu j'imagine que vous l'avez vu aussi ses mots de présentation où voilà, il savait très bien qu'il allait faire partie, on va dire, pas dire des anciens au niveau voilà, de l'ancienneté à l'OGC Nice, mais en tout cas au niveau de l'expérience. Après, c'est ce qu'il a aussi montré à Fulham l'année dernière. Il a pas toujours été titulaire. C'est un milieu aussi qui a beaucoup tourné. Pareil, c'était aussi en 4-4-2, voire aussi parfois en 4-2-3-1. Donc, il est beaucoup habitué à être dans un double pivot devant la défense. Mais on le voyait déjà à Fulham, plus à Fulham d'ailleurs qu'à Southampton. Il avait ça en lui, on va dire, cette niaque déjà au niveau du jeu, au niveau du ballon, etc. Mais surtout pour haranguer en fait ses coéquipiers. Il avait un petit peu aussi cette âme, on va dire, de capitaine, même s'il n'était pas du tout le capitaine dans les faits du côté de George de Fulham. Mais on le voyait que c'était lui qui s'exprimait le plus sur le terrain, que ça soit évidemment pour parler à l'arbitre, voilà, pour demander des explications, toujours dans la limite du raisonnable, mais aussi voilà à pas mal aussi donner des conseils autour de lui, puis surtout par rapport à ses partenaires à côté de lui. Donc aussi un autre joueur qu'on connaît bien du côté du championnat de France, c'était Franck Zambo-Anguissa. Il a pas mal fait la paire aussi à côté de lui. Il y a aussi Harrison Weed qui était aussi un très jeune joueur du football anglais et qui est pareil aussi, qui a un petit peu aussi crevé l'écran du côté de Fulham. Il lui a pas mal aussi donné des conseils. Ça tournait un petit peu entre les trois de toute façon, on va dire ce double pivot du côté de Fulham la saison dernière. Mais voilà, et on voyait bien qu'il essayait aussi de parler à ses défenseurs aussi, pour bien se connecter au niveau des différentes phases de jeu. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui prend beaucoup la parole. Il parle pas pour rien dire. Scott Parker d'ailleurs l'a un petit peu fait ses éloges plusieurs fois sur ce point de vue-là, justement, du fait qu'il hésite pas à se poser en homme de vestiaire aussi. Donc je pense qu'en tout cas de ce point de vue-là, au-delà de ses qualités footballistiques qui sont absolument pas indéniables et dont on l'a vu toujours du côté de l'Olympique de Marseille, puis après en Angleterre et puis surtout la saison dernière, en tout cas c'est ce que en tout cas peut compter l'OGC Nice, voilà, d'avoir un mec aussi voilà de caractère dans le vestiaire, autant dans le vestiaire que sur le terrain. On sait que c'est Galtier en plus, Lemina, c'est vraiment un choix de Galtier qui le voulait absolument. Donc c'est un choix de Galtier d'ailleurs. Il y a eu d'autres milieux de terrain proposés, des milieux un peu plus cotés au niveau international, qui ont été refusés parce que Mario Lemina était très très rapidement, dès le mois de juin, un profil validé par Christophe Galtier. Et on sait aussi que c'est une piste de longue date de l'OGC Nice. Je crois qu'on en parlait déjà en 2017. En tout cas, voilà, et Julien Fournier a confirmé qu'il y avait déjà eu des négociations par le passé. Ouais, non, et puis c'était une bonne piste en tout cas à creuser, et puis surtout maintenant ça y est, c'est officiel, mais c'était le fait d'avoir après voilà, Christophe Galtier, c'est quand même un entraîneur déjà qu'on va dire aussi au-delà de ses qualités voilà managériales et puis aussi sur le terrain par rapport à ses équipes aussi très intelligent. Faut pas oublier qu'il est aussi passé par la Première Ligue, alors pas en tant qu'entraîneur principal, mais il était aussi du côté de Portsmouth avec Alain Perrin, donc ça date saison 2007-2008, mais en tout cas, il a aussi son réseau du côté du football anglais, et il a forcément été attentif, voilà, où il pouvait aussi prendre ses bonnes pioches, et sachant que le fait qu'il n'avait pas de perspective d'avenir à Southampton, même s'il était toujours sous contrat, que de toute façon Fulham descendait, mais même si Fulham était resté en première ligne, je ne pense pas qu'il serait forcément resté, en tout cas dans ce club-là. C'était aussi une bonne pioche justement de l'OGC Nice, et puis en plus si vous me dites qu'il a été regardé en tout cas de longue date, en tout cas c'est assez
c'est assez, en tout cas, on va dire très positif. En tout cas, bon, déjà le mercato, on va dire d'un point de vue général quand même, je trouve. Mais surtout, en tout cas, d'avoir ces joueurs-là, on va dire de caractère et qui se doivent un petit peu je vais pas dire une revanche, mais en tout cas, c'est vrai que voilà une saison pleine, refaire partie sur le long terme d'un projet, en tout cas, on sait que c'est ce qu'a séduit Mario Lemina. Voilà, et puis surtout en Ligue 1, parce que la dernière fois qu'on avait vu Mario Lemina, c'était avec Bielsa, et c'est vrai qu'il n'était pas non plus tout le temps titulaire, etc., du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est bien aussi de le voir vraiment titulaire, juste en plus dans un club qui se veut maintenant ambitieux en Ligue 1. Alors, j'ai deux questions, enfin c'est deux questions en une. Du coup, tu as commencé à répondre à la première. Est-ce que déjà pour toi, Mario Lemina, ça part comme un titulaire indiscutable à l'OGC la saison prochaine? Et si oui, quel genre de profil? Est-ce qu'il faut lui adjoindre vraiment un pur 6 pour lui laisser exprimer ses qualités de ballon, tout ça? Ou est-ce que, comme tu l'as dit, il a tourné quand même avec énormément de milieux, que ce soit à Southampton ou à Fulham, ou est-ce qu'il va s'accommoder que tu lui mettes un 6, un 8 dans ce double pivot d'un peu tout ce qu'on peut lui proposer? C'est quelqu'un déjà, oui, qui s'adapte beaucoup, et puis on l'a vu de toute façon du côté de Southampton et du côté de Fulham. Il y avait pas non plus toujours les mêmes joueurs à côté de lui, donc après voilà, il y avait pas non plus 36 joueurs au milieu de terrain et ça changeait tout le temps, mais en tout cas chaque week-end on s'attendait pas non plus tout le temps à voir la même paire alignée devant la défense, et il y avait pas non plus toujours de continuité au niveau des joueurs alignés, mais il s'en accommodait absolument, et puis c'est quelqu'un en plus qui peut compter aussi sur une très bonne connexion avec le joueur. En tout cas, en fait, au niveau des paroles, pareil, je reviens toujours à la même chose au niveau de son discours. Il est là beaucoup aussi pour rassurer. Il a même aussi donné pas mal de conseils à James Ward-Prowse du côté de Southampton, alors que James Ward-Prowse c'était quand même le capitaine à ce moment-là et quand même un joueur majeur de Southampton, donc c'était pas rien non plus. Non, c'est quelqu'un qui s'adapte. Alors après, évidemment, si on lui adjoint toujours un joueur à côté de lui, et puis que Galtier, on va dire, se pose avec les deux mêmes joueurs, en tout cas devant la défense, s'il part dans un système avec une paire devant la défense, évidemment ce sera le mieux, mais en tout cas c'est quelqu'un quand même qui s'adapte, c'est pas un souci. Après, au niveau du profil du joueur qu'on peut lui accommoder, pareil, il y a eu beaucoup de matchs du côté de Southampton ou du côté de Fulham où en fait c'était lui vraiment qui se projetait beaucoup. Donc en fait finalement il jouait devant la défense, mais c'était plus vraiment après un 8 avancé, ce qu'on appelle souvent aussi en Angleterre un box-to-box, même si on va dire ce terme-là est un petit peu galvaudé à force quand même, utilisé à tort et à travers maintenant un peu partout. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait très bien après délaisser ses tâches défensives pour après évidemment donner plus de contributions offensives après au milieu plus offensif et puis aux attaquants, mais aussi quelqu'un aussi qui sait très bien aussi rester en retrait. Donc pareil, il peut très bien s'accommoder avec quelqu'un à côté de lui, quelqu'un qui a plus, on va dire, un profil très défensif, une vraie sentinelle, quelqu'un qui a un profil évidemment, on va dire relayeur, mais on va dire un petit peu plus reculé. Donc voilà, il y a pas vraiment trop de problèmes. Mario Lemina on va dire à se poser par rapport au profil évidemment qu'on peut lui adjoindre, si vraiment il peut rester qu'avec une sentinelle ou qu'avec un autre type de joueur. On l'a vu vraiment pendant 3 ans ou en tout cas 4 ans, parce que j'enlève une année puisqu'il a été à Galatasaray, mais où c'était pas vraiment trop un problème pour lui. Donc et après par contre il a vraiment gagné aussi ce côté niaque de la première ligue. Il avait vraiment ça en lui, on l'avait vraiment vu surtout du côté de Fulham. Donc ça aussi, c'est assez important aussi pour le l'OGC Nice, et il peut transmettre ça aussi à son partenaire qui sera à côté de lui aussi dans l'entre-jeu. Ouais. En espérant qu'il le fasse mieux qu'un autre milieu de terrain, l'OGC Nice, passé en première ligue. Oui. Dont on taira le nom. Brice nous écoute probablement, mais on va se taire. Oui. Mais voilà. J'imagine que c'est une grosse déception puisque pareil, il venait d'Angleterre. Je trouvais que c'était un excellent choix aussi de l'OGC Nice à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en voyant un petit peu ses performances, alors je vous avoue, j'ai pas non plus tout regardé les matchs de l'OGC Nice, mais tu as eu raison de ne pas tout regarder. En regardant certains matchs et puis beaucoup de résumés, et puis surtout regarder vraiment ce qui se dit, que ce soit au niveau des journalistes qui couvrent l'OGC Nice et même aussi des supporters, parce que c'est important d'avoir les deux points de vue. Oui, la déception est quand même assez grande, alors que c'était quand même un nom qui devait normalement porter ce milieu de terrain. Ouais.
Bah surtout que là, avec le mercato qui est en train d'être fait, plus le fait qu'ils viennent de se blesser plus ou moins gravement, c'est compliqué pour lui pour ça devient compliqué pour lui. Effectivement. Voilà. Geoffrey, on te remercie de ton intervention extrêmement détaillée, pertinente sur Mario Lemina, qu'on aura le plaisir de découvrir très probablement ce week-end, puisque l'OGC revient et nous revenons au stade Allianz Riviera pour ce match amical face à Milan. On compte les jours, plus que 3 jours au moment où on enregistre cette émission. Ça nous manque de retrouver un stade plein depuis ce fameux Nice-Monaco dont on ne vous rappelle pas le scénario. En tout cas, merci beaucoup Geoffrey. On sait que tu es demandé et pressé pour tes prochaines activités de la soirée, donc on va te libérer, mais tu reviens quand tu veux dans l'émission. Cédric, merci aussi d'être revenu de vacances déjà. Le temps commençait à être long pour et nous. puis lundi, il faut aller bosser, quoi, surtout. Lundi, il faut aller bosser. C'est vrai. Mais voilà, merci à vous pour cette émission. Nous, on vous, chers auditeurs, chers auditrices, on vous dit à très bientôt. On maîtrise pas trop le calendrier du mercato. On est susceptible, je pense, de faire rapidement une nouvelle émission au sujet des poulains de Mino Raiola, je pense, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais d'ici là, Issa Nissa.